Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau GCN Show numéro 237. Aujourd'hui, Louis, j'ai vu ton show la dernière fois sur les patins de frein. On va parler des groupes mécaniques qui, ça y est, le dernier groupe mécanique a disparu, c'est le Shimano XTR. On va parler aussi du début de saison de Thomas Pidcock et aussi de quelques blessures. Allez, c'est parti pour le GCN Show. Et oui, comme je te disais dans l'introduction, c'est fini. Le dernier groupe haut de gamme Shimano XTR ne sera plus en mécanique dans les mois ou dans l'année qui va arriver. C'est quand même triste parce que c'était bien le mécanique. Alors fais gaffe, tu vas te prendre une déferlante de commentaires qui vont te taxer de snob parce que tu vas devoir rouler en électrique maintenant alors que c'est un fait, comme tu le dis. C'est un groupe qui pourtant, le XTR mécanique, a été champion olympique si je dis pas de bêtises. Oui, avec Thomas Pidcock. Ni plus ni moins, donc c'est un groupe qui était performant. Et alors, moi tu me connais, si j'ai le choix, je choisis plutôt l'électrique. J'avais fait d'ailleurs toute une vidéo là-dessus. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose, et d'autant plus en VTT parce qu'un des gains majeurs de la transmission électrique, c'est la réactivité, notamment sur des parties de relance, des virages où on peut s'être fait un peu piéger, ou sur des ruptures de pente, etc. Et ça me semble parfaitement collé avec le VTT. En fait, ce qui s'est passé avec Shimano, c'est qu'en 2015, ils avaient déjà sorti un groupe Shimano XTR DI2, mais en 2018, quand ils ont fait la mise à jour pour passer du 11 au 12 vitesses, ils ont sorti le mécanique et il était pressenti qu'ils sortent un DI2 directement en suivant. Et non. Covid, problème de production, il y a eu un petit incendie dans l'usine, machin et tout, ça les a... Et du coup, ils ont quand même décalé ça de 7 ans. Oui, ça met du temps pour rétablir le courant. Vraiment beaucoup. Bon, par contre, ce qui est bien et ce qui va intéresser les gens qui nous suivent, qui font de la route, c'est que visiblement, ils ont quand même changé la technologie du XTR DI2 en le passant en sans fil avec les batteries intégrées au dérailleur. On peut voir du coup sur des photos que j'ai trouvées sur Instagram et différents sites, quoi. Sur le Bike Radar aussi. En fait, il n'y aura plus la batterie interne dans le cadre. Ce qui voudrait dire que potentiellement les batteries seront extractables du dérailleur, c'est-à-dire que sur nos groupes du race Ultegra, Shimano 105 ou peu importe quel groupe Shimano, peut-être que dans le futur, les batteries seront interchangeables, ce qui enlève quand même l'inquiétude de la durée de vie de la batterie et du problème de plus de piles, quoi. Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il existera quand même une version mise à jour du XTR, donc 12 vitesses à câble? Est-ce que du coup cette version va continuer de coexister avec l'électrique? Super question, parce que du coup je l'avais pas anticipé, tu vois, mais c'est un peu le problème qu'on a chez SRAM, c'est chez toutes les marques, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas le choix en fait entre du haut de gamme mécanique ou électrique. La tendance est à aller uniquement vers de l'électrique, et je trouve ça un peu dommage. La seule marque qui fait un peu de résistance, on va dire, c'est Campagnolo, avec leur groupe de gravel, le Écart, en 13 vitesses, qui est uniquement en mécanique. Mais sinon, c'est un peu triste parce que par exemple chez SRAM... Et qui est une vraie référence, le groupe Écart, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais ça fait partie des tout meilleurs groupes pour le gravel. On n'est pas sponsorisé puisque c'est quelque chose qui va nous être beaucoup reproché. On n'a plus rien de chez Campagnolo. Par contre, j'aime beaucoup ce groupe. C'est pour ça, alors que ça fonctionne très bien, 13 vitesses, une fois 13, voilà, monoplateau 13 vitesses. Mais c'est ça. Et puis l'avantage, c'est que tu as quand même un poids qui est contenu sur le groupe Campagnolo. Tu as une durée, une autonomie vraiment plus longue. Et chez SRAM, ils ont fait quelque chose qui était très intéressant cette année, c'est qu'ils ont sorti le groupe Apex, donc leur groupe entrée de gamme, soit en version électrique, soit en version mécanique, et compatible aussi avec les dérailleurs de VTT. Donc en gros, un groupe qui est compatible où on peut choisir dans toutes les possibilités qu'offre la marque. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça te plaît de pouvoir mettre un dérailleur de VTT sur un vélo de route? Moi, je veux être libre. Tu connais la chanson Libre Max? Ouais, c'était pour ça. Ouais, exactement. Et donc, outre le fait de choisir entre l'électrique et le mécanique, le problème des gammes est pour moi plus frustrant, quoi. C'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires, blague à part. Aussi sur le disque, par exemple, du coup, d'avoir de moins en moins la possibilité d'avoir le choix, comme tu dis, dans sa gamme et dans sa pratique. Et j'étais surpris ce week-end avec un copain, on a fait pas mal de recherches, on cherchait des petits gravels d'occasion. J'étais surpris du nombre en fait, il y a une majorité de groupes mécaniques. Alors, ils cherchaient plutôt des prix contenus, mais justement, ce prix contenu, c'est aussi un des atouts majeurs d'un groupe mécanique qui fonctionne très bien entretenu, etc. Ça fonctionne évidemment très bien, ça en est fort bien servi pendant des années. Et alors moi je me suis habitué aussi en compétition, on peut avoir besoin de réactivité à l'extrême, mais bon, Tom Pidcock semble aussi nous prouver que
dans une discipline où la réactivité est quand même un aspect important, finalement ça fonctionne aussi très bien le mécanique. Moi ce que j'aimais pas du tout, alors c'est sur les groupes à disques mécaniques, c'était l'ergonomie des poignets. Oui. Je trouvais. Et en fait, plus que la transmission mécanique, ce qui me gênait, c'est qu'on avait vraiment une ergonomie qui me convenait pas du tout. Alors que là, en VTT, on n'aura pas forcément ce problème-là, puisqu'on est sur sur de la gâchette. C'est vrai que globalement, c'est à peu près la même ergonomie entre les deux. Et c'est vrai que du coup, on perd ce côté, alors potentiellement light, autonome pour les coureurs comme toi qui font de l'ultra, ou les têtes en l'air qui rechargent pas ses batteries. Tête en l'air. C'est pas tellement une question. Non, mais c'est vrai. Hein. Et on perd cette possibilité d'avoir peut-être un vélo moins cher, mais haut de gamme. Avec une transmission peut-être une gamme au-dessus de son vélo finalement, ce qui peut quand même changer la vie parce que la qualité de la transmission, des fois ça fait plus que la différence entre 100 grammes sur le cadre. Oui. Et on n'aura plus cette possibilité-là d'avoir une gamme au-dessus dans sa transmission, de se dire allez je prends ce vélo-là mais je l'upgrade avec du Dura-Ace ou de l'Ultegra par exemple, si on est sur du changer le dérailleur, admettons. Par exemple, et puis d'y aller aussi petit à petit, step by step par exemple. Donc cette année je change les poignées, l'an prochain j'enlève le dérailleur avant, je passe en mono et je change l'arrière. En fait tout ça, ça sera possible mais à des gammes inférieures. Ou alors à un coût bien supérieur. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, quoi. Un truc qui est sûr, c'est que quand je réfléchis du coup sur mon positionnement là-dessus, je me dis que si c'est la même évolution que sur les freins à disque et les pneus, je suis pas prêt à revenir avec des pneus de 23. Et du coup, tu serais pas forcément prêt à revenir à du mécanique Ouais, même si pour l'instant, j'aime quand même énormément le mécanique. Mais bon ça c'est... honnêtement, on prend goût à l'électrique, faut bien se l'avouer. Et mine de rien, alors on ne sera pas d'accord sur la partie maintenance, mais mine de rien, sur un groupe électrique, moi je trouve qu'il y a beaucoup moins de choses à faire. Alors, contrairement aux idées reçues, on n'est pas obligé d'avoir un téléphone ou un ordinateur pour régler un groupe électrique. Plus de câbles à changer, plus de câbles qui cassent. Ça m'est arrivé quand même 2-3 fois de casser des câbles, plus de gaines qui s'encrassent. Finalement, un groupe électrique qui marche, il n'y a rien à faire. Hein. Alors que sur un groupe mécanique, par définition, c'est la mécanique, donc il faut l'entretenir un petit peu plus. J'avoue que moi je suis pas forcément prêt à revenir aux mécaniques, mais bon. Long sujet. Par contre, moi j'ai une suggestion pour les marques. Oui. Ce serait bien qu'ils fassent une table ronde et qu'ils se mettent tous d'accord plutôt que de sortir à 5 ans d'intervalle. Alors moi je sors le 12, moi je sors la batterie indépendante, moi je sors l'électrique, moi je reste en mécanique mais je mets 13 vitesses. La pâte des dérailleurs. Parce que dans 10 ans on aura du 13 vitesses mécanique, électrique à batterie amovible chez tout le monde. En fait faisons ça tout de suite. Donc voilà, si tu parlais de Campagnolo, mais si SRAM et Shimano nous écoutent, il y a peu de chance. Moi je propose une table ronde et on met en commun tous les brevets et puis on sort tout de suite un truc qui va bien à toutes les gammes de prix et on n'en parle plus, quoi. Comme les chargeurs de téléphone, quoi. Ah oui, mais exactement. Bon. Exactement. Bon, t'as parlé un peu de Tom Pidcock. Oui, on a parlé de Tom Pidcock et qu'est-ce que tu penses de son début de saison, Tony Truant? Est-ce qu'il aurait pas fait vraiment le bon choix? Parce que là, clairement, lui seul porte l'équipe Q36.5. Ils sont en train de remonter. Bémol. Oui, je sais, il y a eu un sprinter qui a gagné. Mais l'équipe est en train de remonter au classement des équipes. À l'heure actuelle, ils sont 24e et ils sont quasiment la première équipe World Tour. Ils sont la réponse est dans ta question finalement. Qu'est-ce que tu penses du début de saison de Tony Truant, de Tom Pidcock? Il est Tony Truant. Alors tu vois, je me permets en direct live d'aller vérifier qui a gagné cette saison à la Q36.5. Parce que, tu vois, c'est bien ce que je pensais. Ils sont, 3, je pensais 4. Donc, ils sont 3 coureurs sur 6 victoires à avoir gagné. Donc, oui, évidemment, Tom Pidcock est celui qui a le plus gagné, qui a gagné les plus grandes courses et surtout qui a fait la plus forte impression. Ouais. Et comme tu dis, c'est un sacré rebond aussi par rapport à l'an passé. Et ce choix de changer d'équipe qui était... qu'on a discuté, j'allais dire qui est discutable, mais qu'on a discuté et dont on n'était quand même pas certain que ce soit le bon. Mais en fait, ce changement d'équipe vient aussi avec peut-être un changement d'ambition, puisque là il court peut-être sur des courses un cran en dessous, le temps de retrouver la confiance, etc. Mais comme on en a déjà parlé, il bat aussi ses records personnels, ce qui montre que la forme et l'hiver a été bon au sein de cette nouvelle formation. Mais la Q36.5, force est de constater que la dynamique est bonne. La dynamique est excellente, on gagne avec différents coureurs sur différents profils et différentes compétitions. Donc c'est tout à fait prometteur. On sait que la chasse aux points et aux invitations sur les grandes courses fait rage avec d'autres équipes dont on parle régulièrement comme Astana et aussi comme Tudor, un petit peu dans l'état d'esprit de la Q36.5. Moi j'ai envie de dire que au-delà de Pogacar qui écrase tout et la l'UAE qui écrase tout, qui a déjà le double de points sur la saison que l'équipe numéro 2, ça c'est pas que c'est ennuyeux, mais en tout cas ça tue le suspense. Ça peut être spectaculaire, mais ça tue le suspense. Et encore une fois, peut-être que le suspense il se trouve un cran en dessous avec des équipes
comme la Q36.5 et Tom Pidcock, qui finalement nous proposent des choses très intéressantes et auxquelles on ne s'attendait pas. C'est ça nous occupe plutôt pas mal en ce début de saison, qui est quand même assez excitant. Bon d'ailleurs, course de second couteau, il a quand même gagné devant Henrik Mas, Tim Wellens, Pavel Sivakov, Axel Lawrence, il y a quand même un peu de... dans le domaine des punchers, il y avait quand même de quoi faire dans cette saison. De toute façon, on le sait maintenant, les leaders, quand ils courent, c'est pour gagner. Il n'y a plus de course de préparation. Donc, à partir du moment où ils sont alignés, c'est que le niveau est présent. Et pour gagner, il faut, comme je l'ai dit, battre ses records ou en tout cas sortir des grosses perfs. Si on parlait, tu parles de gagner, si on parlait dans la planète vélo de Filippo Ganna, tiens. Ah, tu vas finir par m'énerver. Je suis resté calme sur le mécanique. J'ai même défendu ton avis sur le J'ai vu, alors que tu es vraiment un pro électrique. Oui, mais le fait de ne pas avoir le choix et d'avoir les prix qui s'envolent, comme tout le monde, ça nous embête un petit peu. Mais alors, ce qui m'embête vraiment cette semaine, c'est Pippo Ganna quand même. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors, comme si tu ne le savais pas. Première étape du Tour d'Algarve, on parle du manque d'organisation. Là, apparemment, le fléchage n'était pas super bien fait. On a les 2/3, les 3/4 du peloton qui prennent la déviation des directeurs sportifs et qui se retrouvent dos au public, donc sur route ouverte. Heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de public d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Heureusement que le public est resté calme, parce qu'il suffisait d'une personne qui panique pour en fait faire un carnage, parce que c'est un peloton. Alors, ils étaient au moins 90. On était dans le dernier kilomètre d'un sprint massif, donc lancé à 60 à l'heure. Il suffit d'un spectateur qui panique ou qui fait un pas de côté, et ça aurait été un carnage. Et une toute petite portion du peloton, dont Pippo Ganna, qui était à l'attaque à ce moment-là, a pris lui la bonne route. Il remporte les... En tout cas, il est le premier à passer la ligne, puisque le peloton est peut-être devant ou à la même hauteur, mais pas sur la course. Confusion générale, tout le monde rassuré qu'il n'y ait pas eu de drame aussi, quand même. Et après tergiversation pendant de longues heures, on a décidé, l'organisateur, du moins les commissaires, ont décidé d'annuler la victoire de Filippo Ganna. C'est ça, et d'annuler totalement le classement de l'étape. Moi je pensais, alors ça m'est arrivé au Tour du Maroc, on parlait de Maroc en off tout à l'heure, erreur de parcours qui n'était pas due au coureur, mauvais fléchage, en pleine étape, et du coup ils ont gardé l'ordre d'arrivée, mais ils avaient gelé les temps du classement général. Ok. Donc je pensais que c'est ce qui allait se passer, puisque Ganna a été énervé, tu te doutes bien. C'est normal. Et il a déclaré, ils avaient qu'à connaître le parcours, moi je le connaissais, j'ai gagné l'étape. Non mais bien sûr, je vois pas pourquoi ils lui ont enlevé sa victoire, alors qu'il était sur la bonne route, il a gagné devant les autres. C'est des faits de course, mais alors qu'on gèle les temps de général, c'est un incident dans les 3 derniers kilomètres en soi. Si ça avait été une chute, une crevaison, on aurait gelé les temps. Par contre, qu'on lui enlève ses points, ses primes et son palmarès, non. Effectivement, non, c'est pas correct. Pas juste. On continue dans les petites news, et là, on avait déjà parlé des casques de chrono, utilisés par Jumbo-Visma sur les épreuves en ligne. Et là, c'est le Wout van Aert qu'on a vu avec son casque ça se confirme. De chrono directement sur une étape classique, mais avec les lunettes normales. C'est ça. Là. Oui, parce que je me suis replongé dans le règlement UCI. C'est vrai. Je vois, en fait, chaque composant doit remplir sa fonction essentielle et c'est tout. Donc la visière qui couvre les oreilles, ça n'a pas une fonction de protection en cas de chute, donc ça n'a rien à faire sur un casque en course en ligne. Mais si on raisonne comme ça, un casque n'a pas à être aérodynamique, et un casque de chrono, en soi, c'est déjà un casque qui remplit pas seulement sa fonction de première, que ce soit en chrono ou en course en ligne. Donc c'est le règlement UCI qui est toujours soumis à interprétation. Mais je suis surpris, alors j'ai parlé un petit peu avec Jamie Loden, qui est l'ingénieur en charge de la Visma, de l'aérodynamisme au sein de la Visma, qui est l'homme sous ces choix techniques. Et en fait, je suis surpris qu'il l'ait fait. Les gains sont évidemment très importants, mais je suis surpris qu'il l'ait fait aussitôt dans la saison. Ah, et pas garder cette nouveauté. Il y a 2 risques: que l'UCI interdise, parce que l'UCI fait ses phrases, qu'on vous en parle toutes les semaines. Légifère, du moins, c'est plutôt qu'interdire. Et aussi, il y a un risque que les autres équipes fassent la même chose. Simplement. Et du coup, le gain, si tout le monde a le même gain, finalement, on revient à 0. Donc je suis surpris qu'il le fasse aussitôt. Donc peut-être que c'était pour essayer avant de faire sur les grandes courses. Mais en tout cas, ça semble se confirmer, s'imposer au sein de la Visma. Autre news de la Visma, je ne sais pas si tu l'as vu celle-là. Ah, dis-moi. Sur le site Cycling Spy, toujours, avec l'UCI, c'est notre fournisseur officiel de news pour les GCN Show. Vingegaard a été flashé avec une certaine taille de manivelle. Ah bon? Oui. Ah non, j'ai pas vu. Donne-moi un petit pronostic qu'on se marre un peu. 155 et demi. 157 et demi. Allez, non, mais t'es quand même dans le vrai. 150. 150 mesurés sur son vélo de chrono? Sur son vélo de route. Sur son vélo de route? Ouais, si je dis pas de bêtises, c'était son vélo de route, donc là ça commence à être quand même. Mais il a des enfants, il avait pris le pédalier de ses enfants. En tout cas, c'est un joli SRAM-raid si c'est le cas. Les enfants roulent en SRAM-raid. Qui n'est pas en production non plus.
En 150, non. Non. Pour 150, il faut se tourner sur Rotor. On va aller voir ça de plus près. Aussi, j'ai vu, tu parles d'organisation, qui se sont trompés de route. Tim Merlier qui remporte le sprint d'arrivée de l'UAE Tour, il est encore tombé à cause des photographes et du personnel accompagnant après l'arrivée. Si j'ai bien compris, la route tournait un petit peu et lui il levait les bras et du coup plus la foule des photographes, il a pas vu que la route tournait. Ouais, mais c'est pas une nouveauté en fait. Au bout d'un moment, ça commence à. Bon, il a pas été blessé, hein. Non, mais peu importe, c'est ça pénible. commence à bien faire des chutes gratuites comme ça, quoi. Bon, on aimerait bien se passer de 7 minutes dans le show où on dit qu'il y a une chute évitable. C'est ça. Tout simplement, mais visiblement, tout le monde persiste et signe. C'est ça. Une bonne nouvelle. Oui, Maxime Van Gils remporte une étape. Tu l'aurais pas parié, ça. Je l'aurais pas parié, bien sûr, je souhaitais pas de mal, mais il a remporté une étape du Tour d'Andalousie et c'est vrai que j'étais sceptique sur son changement d'équipe et sur le comportement que ça affichait. Force est de constater que pour lui aussi, ce changement était salvateur. C'est plutôt pas mal. T'as vu, je garde mon calme ce lundi matin. Complètement. Par contre, là, je risque de te faire tomber de ta chaise. J'ai vu le tout nouveau Cannondale Super X de Gravel. Qui est magnifique. Qui est absolument magnifique, monté en Lab 71, bon là, le service haut de gamme et compétition de chez Cannondale. Et j'ai vu le prix aussi, et je pense qu'ils ont battu le record chez Cannondale, qui est une marque quand même historiquement premium, du gravel de série le plus cher à l'heure actuelle, avec 14 999 €. Ah, ça va, on passe pas les 15 000. Ça fait quand même assez cher pour un vélo qui va dans la caillasse. C'est pas faux. Mais non, mais. Faux. Tout en SRAM Raid, c'est pas un groupe de gravel pour le coup, mais enfin, ça change pas grand chose, mais c'est juste que quand tu casses un derrière SRAM Raid, ça fait plus mal que quand tu casses un autre derrière. Et que c'est possible en gravel. Après, le gravel américain, c'est souvent des grandes pistes, mais voilà. Ça, et ce prix, c'est avant ou après la taxe de Trump sur les vélos fabriqués en Chine? Ça risque d'augmenter alors. Parce que, c'est une blague à part, c'est une vraie interrogation sur le marché du cycle américain, puisque les cadres venant de Chine, il y a une vraie question sur les marques américaines qui vont peut-être devoir impacter leur prix du fait de ces augmentations. Bref, on vous tiendra pas au courant parce que ça ne nous concernera pas. Mais voilà. Alors, autre chose qui va peut-être t'énerver toi cette fois. Dis-moi. La nouvelle collection Bob l'éponge. Allez, écoute, j'ai vu ça, c'est Suprême et Castelli qui ont fait une collab sur des maillots de vélo avec Bob l'éponge dessus. Honnêtement, je trouve ça... pour être poli, dégueulasse. C'est vrai que ça pouvait être prometteur sur le papier, mais n'est pas Rafa qui veut. C'est too much. Bah en fait n'est pas Rafa qui veut et la collab n'a pas fonctionné. Après peut-être ça va. C'est le goût de chacun. Trouver son public sans problème. C'est le goût de chacun, mais quand j'ai vu ta news que j'avais pas vu passer, moi je me suis dit ça peut être beau et puis bon j'achète. Je pensais que ça allait te plaire. Bah non, pas là. Je pensais aussi que ça allait me plaire, mais voilà. On passe à des nouvelles un peu moins réjouissantes, c'est les chutes de la semaine et on a été servi. Ouais, notamment on a Egan Bernal qui a chuté alors qu'il revenait en pleine forme. Donc il a chuté, s'est cassé la clavicule. On a vu aussi Chris Froome chuter et se casser la clavicule aussi, donc double clavicule. Ça n'a pas été les seules chutes de la semaine. On a eu peur pour Romain Bardet, qui finalement sortir sans fracture de la clavicule avec de gros hématomes à l'épaule, mais son équipe annonce qu'il devrait être de retour sur le vélo cette semaine, enfin dans la semaine, mais il annule quand même ses 2 prochaines participations. Donc un impact certes, mais plus de peur que de mal parce qu'on pensait vraiment que c'était cassé et du coup on sait que sa saison s'arrête en juin, donc il n'aura pas trop le temps pour les contretemps justement. On repart sur des bonnes nouvelles. On va parler des superstars, Louis, et début de saison frustrant pour les coureurs qui roulent contre Tadej Pogačar, parce qu'il vient de remporter le UAE Tour avec 2 étapes, une 3e place aussi sur le chrono et une échappée de 5 km. Ah il a fait du Tadej, il a fait une échappée publicitaire dans le désert, bien aidé par le vélo qu'on vous a présenté sur la chaîne, son nouveau Colnago Y1 RS qui semble fendre l'air tout aussi bien que son prédécesseur grimper les montagnes. Remarque qu'il a gagné au sommet avec aussi, donc visiblement il s'en accommode pas mal, mais bon, il a fait du Tadej. On a presque cru qu'il était moins bien parce qu'il a fait que 3e du chrono. Bon, apparemment ça a l'air de fonctionner. C'était pas pour lui le chrono. Alors par contre, son adversaire Jonas Vingegaard a lui remporté le contre-la-montre du Tour d'Algarve et aussi le classement général. On a hâte qu'ils s'affrontent un peu parce que c'est bien gentil de gagner chacun de son côté, mais on a hâte de voir tout le monde réuni. À noter que Roglic par contre a semblé un petit peu moins en forme sur ce Tour d'Algarve où Romain Grégoire a terminé 4e du contre-la-montre. Et premier jeune. Et meilleur jeune du classement final. C'était un contre-la-montre certes qui allait assez qualité, mais c'est belle place, très belle place au contact des meilleurs du classement général, donc ça c'est
Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la planète FDJ cette semaine? Et ben encore une victoire. Je sais pas s'il n'y a pas eu de victoire à chaque course à Parle Down Under où il y a eu des deuxièmes places, puisque Ali Wollaston a remporté, pour son retour en Europe, a remporté la Classica d'Almeria, donc nouvelle victoire pour la néo-zélandaise, qui transforme l'essai après son début de saison océanien de toute beauté. Voilà, la saison est plus que lancée pour l'équipe française. Bon, écoute, voilà encore une bonne nouvelle. Bon, c'est tout pour ce GCN Show. Mercredi soir, on continue avec les rides sur Zwift, parce que bon, le printemps n'est pas encore là, même si on a des belles journées de temps en temps. Et donc ça sera Simon Richardson, l'original, le seul et l'unique, l'anglais, qui sera à 19h30 disponible du coup pour un ride collectif sur Zwift avec le club GCN. Et ride que vous pouvez rejoindre, surtout si vous voulez rouler dans Zwift avec le maillot GCN actuel. En vrai, c'est un joli maillot que tout le monde n'a pas. Et n'oubliez pas que chacun roule à sa vitesse et tout le monde reste quand même ensemble. Groupé. Voilà. C'est l'occasion de partager un moment avec le fondateur historique de la chaîne, si je dis pas de bêtises. Exactement. La légende. Eh ben, c'était tout pour ce GCN Show. Nous, on va se retrouver mardi prochain. Dans tous les cas, on vous prépare d'autres vidéos cette semaine. Et on vous dit à très vite et bonne semaine. Ciao, ciao.